Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de VED Labs. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme invité, encore un invité exceptionnel. De toute façon, sur VED Labs, il n'y a que des invités exceptionnels. Je reçois Mathieu Lavigne, qui est déjà mort de rire. Pas du tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoute, très content de t'accueillir. Voilà. Très content d'être avec toi, Thibaut. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà, là, il essaie vraiment d'être sérieux alors qu'il y a vraiment 20 secondes avant l'enregistrement, c'était vraiment compliqué. Je sens que ce podcast doit être vraiment très compliqué. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que on est clairement potes. Bon, je pense que je peux même m'avancer et dire qu'on est amis. Voilà. On est amis VED. Voilà, juste VED. En dehors de VED, en vrai, on s'est jamais vu. Amis et Sylve aussi. C'est ça, amis. Non, bien sûr. Yes. Nous sommes très bons amis. Voilà, c'est pour ça que ça va être encore plus compliqué de rester concentré. Mais bon, voilà, il faut, ma foi, se forcer. Et comme première question, parce que moi je te connais très très bien, mais peut-être que pas tout le monde te connaît. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Mathieu Lavigne. Je suis rentré à l'ESILV et à VED en même temps en 2020. Et actuellement, je suis en dernière année, donc en 5e année à l'ESILV, et je vais bientôt commencer mon stage. Donc c'est fini pour moi l'école. Et j'ai été au sein de l'association en 2020 en équipe aérodynamique en Formula Student, et par la suite au sein du prototype d'efficience, mais je pense qu'on y rentrera plus en détail par la suite. Exactement. Du coup, donc, on a tous les deux décidé de rejoindre l'association, pareil, en tout début d'année quand on a intégré l'école. Pourquoi toi, tu as rejoint VED ? Alors moi, je suis sorti de prépa. La prépa, c'est un monde un peu parallèle, où on ne profite pas forcément énormément. Et je connaissais du coup une personne, Théodora, qui faisait partie de l'association, et qui m'a beaucoup parlé de cette association et beaucoup vendu cette association. Et c'est pour ça que moi, en tant que passionné d'automobile, je me suis dit, c'est quand même le luxe d'avoir une association automobile au sein de l'école, et ce serait dommage de pas essayer de l'intégrer et pouvoir partager des expériences et surtout apprendre plein de choses sur les voitures qui, à mes connaissances, étaient des voitures et pas forcément bien plus. Ok, parce que je crois que tu as un intérêt pour les voitures depuis même avant l'école. Je crois que tu as même une 4L, non ou tu avais une 4L chez toi? Effectivement, oui, j'aime beaucoup les voitures. Alors la 4L est arrivée au sein de l'école puisque j'avais l'intention de participer au 4L Trophy, mais Covid a fait que ça s'est pas encore fait. Mais j'espère bien y participer par la suite parce que c'est une belle aventure. En tout cas, ça a l'air. Mais oui, j'ai toujours eu de l'intérêt pour les voitures depuis tout petit. Et c'est vraiment pour ça que j'ai essayé de rejoindre Vinci EcoDrive. Là, du coup, tu as mentionné que tu avais travaillé sur les deux projets. C'est plutôt rare d'avoir bossé sur les deux projets de VED. La plupart du temps, on n'est que sur un seul projet et on s'investit pendant tout le temps, on est dans l'association. Du coup, déjà, pourquoi tu as décidé de passer de la Formula Student au prototype d'efficience? Est-ce que tu y as pensé depuis le début? Est-ce que quand tu as rejoint l'asso, tu t'es dit, je veux bosser sur les deux projets, pas que sur un seul, ou comment ça s'est fait? Alors moi, j'ai intégré l'association en Formula Student parce que c'était le projet qui, je pense, faisait le plus rêver sur le papier. Une petite Formule 1 à notre échelle, construite que par des étudiants, forcément, ça attire, et je pense pas me tromper parce que je crois bien que tu es rentré dans l'association pour ce projet-là. Mais j'ai eu la chance, oui, effectivement, de changer de projet. Parce que j'ai eu une opportunité du coup en fin de première année au sein de Vinci EcoDrive où j'ai travaillé principalement sur le fond plat, le diffuseur de la Formula Student en conception et le squelette qui a permis de cette année commencer à construire le châssis de la voiture. J'ai du coup été sélectionné pour être possiblement le prochain directeur technique du prototype d'efficience, et du coup ça m'a amené à réfléchir, à changer de projet. Et effectivement, vu l'opportunité, j'ai décidé de changer de projet et de m'intéresser à ce projet qui, par la suite, m'a énormément plu et qui, même si parfois on peut croire que ce projet est moins intéressant, je ne suis pas forcément de cet avis, mais je pense qu'on pourra revenir plus en détail sur ça par la suite. Complètement. Donc, tu m'as dit d'abord que tu avais fait de l'aéro en Formula Student. C'est ça. Dans l'équipe aéro. C'est quoi les compétences à avoir
justement pour faire un bon travail en aéro, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour bien s'insérer dans l'équipe et faire un travail de qualité? Alors moi, je suis arrivé en plein Covid, donc c'était un peu particulier parce qu'on était un peu tous en distanciel. L'école avait mis beaucoup de cours en distanciel, donc ça se passait beaucoup sur le Discord de l'association. Mais je pense pas qu'il y ait de grands requis, parce que quand on sort de prépa ou de prépa intégrée, si on était déjà à l'ESILV ou d'une autre école, on connaît pas forcément grand-chose à l'aérodynamisme. On connaît un peu la mécanique des fluides, mais c'est quand même assez loin de ce qui se passe en réalité dans les équipes aéro. Moi, en plus, j'ai eu la chance par la suite de travailler dans une entreprise en aéro. Je vais repartir dans une autre entreprise aussi automobile en équipe aéronautique, en aérodynamisme, pardon. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît. Et au fur et à mesure que je travaille dans ces domaines-là, je découvre plein de choses qui sont toujours très intéressantes. Mais du coup, je pense pas qu'à l'origine, on ait de vraies connaissances en aérodynamisme. Et justement, ça vient par la passion et de s'y intéresser. C'est quelque chose qui a complètement son poids aujourd'hui, de par la volonté de faire des voitures de plus en plus efficientes, qui aillent de plus en plus loin, avec donc le plus d'autonomie possible, avec toutes les nouvelles formes d'énergie qu'on peut voir sur le marché. Mais c'est vraiment quelque chose qui est passionnant et je ne pense pas qu'il y ait de vrais prérequis pour rentrer dans l'association. De toute manière, moi j'ai du coup fait partie du bureau et je sais que les prérequis pour rentrer dans cette belle association, c'est d'être motivé et passionné. Et qu'après, tout ce qui est technique, ça vient grâce à l'association et qu'on apprend plein de choses justement au sein de cette association. C'est beau et je suis complètement d'accord avec ça. Y a quand même un truc du coup là que tu as mentionné et qui mine de rien n'est pas facile à faire, c'est vraiment du coup la transition Formula Student prototype d'efficience, surtout que tu es passé d'un poste de membre en Formula Student à directeur du prototype d'efficience. Donc tu as eu forcément une obligation d'avoir une vue à 360 degrés sur un projet qui n'était pas le tien de base. Quelles ont été du coup les difficultés? Comment tu as réussi à faire ta transition, quoi? C'est sûr que ça a été un challenge et c'est, je pense, le plus gros challenge que j'ai eu à supporter au sein de Vinci EcoDrive, mais j'étais pas tout seul pour avancer sur ce challenge. Il y avait tout le bureau avec qui je travaillais et c'est sûr que ça demandait beaucoup d'investissement pour apprendre un projet qui est complètement différent d'une Formula Student où on cherche à aller vite et être maniable avec une haute vitesse. Et alors que là, on est sur des virages complètement démesurés, avec une volonté de juste consommer le moins possible. Donc tout est optimisé, que ce soit le poids, l'aérodynamisme, les moteurs, avoir des petits moteurs pour pas trop consommer. Enfin, c'était un tout autre monde. Mais grâce aux différents membres qui étaient passés auparavant, qui avaient laissé leurs traces, parce que dans l'association, chacun amène sa petite pierre à l'édifice et la laisse pour les années suivantes. Ça m'a permis de me renseigner sur ce projet, d'apprendre beaucoup de choses. Alors ça a été beaucoup de travail, notamment pendant l'été où on a repris l'association en main. Et ça a été après que des rebondissements sur rebondissements, où on apprend de nouvelles choses, de nouvelles techniques, où on a la chance d'avoir des anciens à nos côtés. Un petit big up à Jean et Stéphane qui m'ont beaucoup aidé pendant mon petit mandat, et c'est sûr que c'était beaucoup de travail, surtout que, comme tu le disais, je venais d'un tout autre monde. Je suis passé directement directeur technique, donc pour moi, être directeur technique, il faut quand même bien connaître le projet, avoir du répondant pour pouvoir répondre sur les différents sujets des différents membres des équipes qui sont managées par justement cette direction. Et surtout, j'ai été aussi chef de projet par intérim. Donc c'était quelque chose de difficile. Il fallait que j'apprenne les liaisons au sol, que j'avais absolument pas vu en Formula Student, que j'apprenne la fabrication avec le carbone, que je connaissais pas forcément. Et donc là, c'est un grand merci à Kevin qui nous a bien aidés. Il profite de ce podcast pour faire vraiment la liste des remerciements, de tout VED. Voilà. Non, mais des personnes importantes, c'est important de les mentionner. Complètement. Et j'espère qu'ils passeront dans ces podcasts. Écoute, je l'espère aussi. Là, clairement, j'ai une question qui va te mettre en difficulté, mais j'adore te mettre en difficulté, cher Mathieu. Sur lequel des deux projets, du coup, tu as préféré le plus travailler? Alors, c'était complètement différent. Il y en a un où j'étais membre, donc forcément, on s'implique moins parce qu'on a moins d'importance au sein du projet. On a moins
moi, je venais d'arriver, je sortais de prépa, je voulais réussir mon école, même si on dit toujours que l'école, c'est du repos. Après la prépa, c'est vrai que c'est pas pareil, hein, c'est pas le même rythme de vie, mais ça demande quand même du travail et je voulais pas non plus mettre à défaut ma scolarité. Donc, je me suis investi en tant que membre. Et après, quand on a des grandes responsabilités, c'est encore plus passionnant, on a encore plus envie de faire les choses bien. Donc, je me suis encore plus investi. Donc, c'était deux mondes un peu différents. Je pourrais pas forcément choisir, même si je dirais que le prototype d'efficience m'a bien plus plu parce qu'on a fait quelque chose de physique, alors que quand j'ai travaillé sur la Formula Student, elle n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore de construction en cours, enfin de fabrication en cours. Donc c'était quand même quelque chose qui était que sur du numérique. Mais oui, le prototype d'efficience, oui, en fait, oui, c'est mon choix, c'est le prototype d'efficience parce que j'ai fait les compétitions, j'ai fait la fabrication, la conception, et ça a été un projet qu'on a mené de A à Z et qui a fait son temps, qui va devoir se renouveler pour les prochaines années, mais qui a été un grand défi, et je pense le défi de ma scolarité à l'ESILV en tout cas. Ok. Et du coup, dans ce cas, est-ce que là, si tu étais de nouveau le petit Mathieu de septembre 2020 qui candidatait à VED, est-ce que tu referais le parcours là que tu as fait, donc à savoir de passer d'abord par la FS, ensuite par le PE, ou est-ce que là, du coup, comme là, tu as dit que tu avais préféré travailler sur le PE, est-ce que là, tu aurais directement passé par la case PE en intégrant l'asso? Moi, je suis team zéro regret. Donc, je referai la même chose parce que j'ai appris plein de choses en Formula Student, notamment sur l'aérodynamisme des véhicules. Et c'est ce qui m'a permis aussi de trouver mes stages par la suite et de m'intéresser à ce domaine que je ne connaissais pas forcément en détail avant. Donc, je regrette pas, c'était une belle expérience, mais c'est vrai que j'ai été très content et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis d'être directeur par la suite et de voir ce monde qui était complètement différent, mais tout aussi important, et où l'aérodynamisme a eu quand même son intérêt, parce que un prototype d'efficience qui n'est pas aérodynamique, c'est pas très bon, quoi. C'est sûr, complètement. Tu as mentionné un truc là, dans ce que tu as dit. Tu as dit vraiment que ça allait très crescendo sur l'investissement que tu as eu pour les projets. Sachant que il y avait quand même un peu de pression que tu avais là sur les épaules parce qu'il n'y avait pas eu de compétition pendant l'année du Covid, donc en 2020. Voilà. Donc en fait, là, c'était à nouveau la première année après le Covid pour présenter un nouveau prototype et le faire concourir aux compétitions comme le Shell. Comment tu as réussi à gérer un peu la pression qu'il y avait? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? C'est vrai qu'on a récupéré un projet qui était à l'état d'avancement où il était. Il y avait des choses à revoir, il y avait des choses à créer complètement. On partait de quelque chose qui était quand même loin d'être fini. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Et on avait quand même des choses qui étaient déjà prêtes, en partie, comme des moules qui étaient avancés, mais qu'on récupérait complètement. Donc c'est vrai que c'était un gros défi de sortir en 6 mois une voiture pour participer aux compétitions, parce que oui, il y avait une pression de vouloir participer aux compétitions, même si on ne faisait pas des gros résultats, parce que le prototype d'efficience au sein de l'association, il y a plusieurs versions de chaque châssis. Et les premiers nous permettent de faire des expériences sur différents sujets, comme par exemple cette année, l'année où j'étais directeur de la direction à câble, qui était quelque chose de nouveau, la transmission aussi complètement nouvelle qu'on avait dessinée. Mais c'est sûr qu'on veut pouvoir donner aux membres la possibilité d'aller aux compétitions, de voir la voiture sur laquelle ils ont travaillé rouler, parce que je pense que c'est le plus gratifiant. Et pour moi-même aussi, après beaucoup d'investissements, comme tu l'as dit, j'avais très envie de voir cette voiture rouler, même si elle ne faisait pas le record de l'année, parce qu'on s'attend à avoir ce record sur les prochaines années pour les futures versions de cette coque, de notre petite Nova. Mais oui, c'était toujours très intéressant. Ok. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse. Là, tu as parlé de ta boîte là, dans laquelle tu as travaillé. Ah oui, parce que malheureusement, c'est pas ma boîte. oui, c'est pas ta boîte. C'est vrai que du coup, donc il s'agit d'Opium. Opium qui est une start-up dans l'automobile. C'est une start-up française qui crée un véhicule de luxe, de mid-luxury, propulsé par hydrogène. Ok. Et du coup, ma première question, déjà, c'est pourquoi avoir choisi ce stage et qu'est-ce que tu y as fait? Alors moi, j'ai découvert Opium quasiment à la création en 2019, quand j'étais encore en prépa.
J'avais suivi cette petite aventure d'une start-up française qui voulait créer une voiture de luxe, hein, on peut le dire, une berline de luxe, propulsée avec une nouvelle forme d'énergie qui était l'hydrogène, qui était une énergie très peu utilisée à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui, qui est en plein essor en ce moment, mais qui n'est pas non plus quelque chose de très commercialisé à l'heure actuelle. Et cette entreprise m'avait toujours attiré et je voulais pouvoir participer à l'évolution de ce projet. Et j'ai eu la chance de décrocher un stage dans l'équipe aéro de l'entreprise et où j'ai pu faire notamment beaucoup de conception, chose que j'avais pu apprendre au sein de VED, notamment avec la plateforme 3D Experience qu'on utilise beaucoup. Donc c'était une chance de pouvoir participer à cette aventure, qui était une aventure un peu un coup de poker. Quand moi j'ai eu ce stage, j'avais d'autres opportunités à côté assez intéressantes, il faut le dire. Et j'ai décidé de prendre le risque de partir dans cette voie de l'innovation. Et je pense que c'est quelque chose pourquoi on est tous animés. Parce qu'on est jeunes, on a envie de faire changer les choses. Il y a la crise écologique, comme a pu mentionner Victor lors de sa précédente interview, qui est importante et qu'il faut agir à notre échelle. Et c'est vrai que proposer des nouvelles formes de déplacement, d'énergie verte, c'est intéressant et c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis là-bas, tout simplement. Ok. Là, tu vois, il y a un truc que je comprends pas trop justement avec Opium, c'est que donc on est sur un prototype, donc justement qui fonctionne à l'hydrogène, donc qui est clairement, c'est la génération d'électricité qui fonctionne à l'hydrogène. Voilà, c'est ça. Donc on est clairement sur de la grosse innovation. Donc pas tout le monde, forcément pas grand monde d'ailleurs, connaît déjà cette motorisation. Du coup, est-ce qu'en fait, c'est pas une erreur de stratégie, on va dire, de directement faire un produit de luxe, donc qui concerne une petite partie de la population, alors que le but c'est justement, peut-être de faire découvrir cette motorisation, cette nouvelle motorisation au plus grand monde possible en fait. Ok, je vais te répondre à cette question par une question. Quand Tesla a sorti sa première voiture, c'était quel modèle ? Ah là là. Ça devait être la Tesla S, il me semble. Ouais, c'était ça, c'est le modèle S, donc la berline de luxe. Pourquoi ? Je pense, parce que c'est que mon avis, ça n'engage absolument pas Opium, j'en ai pas la moindre idée de leur avis sur la chose, mais je pense que s'attaquer à un milieu qui est le luxe est plus simple aujourd'hui qu'à s'attaquer à un milieu de monsieur tout le monde. Parce que si on décide de sortir une voiture dans la catégorie citadine accessible, c'est facile de se faire écraser par les gros groupes, Renault, Stellantis, tous ces groupes qui vont sortir des millions de voitures assez facilement parce qu'ils ont des grosses usines de fabrication, etc. Alors que développer un prototype, une voiture, une berline de luxe, c'est quelque chose où il y a peu de modèles en compétition. Par exemple, la concurrente directe de la Machina d'Opium, donc la berline d'Opium, c'est la Porsche Taycan. Je pense pas que tout le monde puisse acheter une Porsche Taycan. On n'en voit pas beaucoup, on en voit pas mal sur les routes, mais c'est pas mal à l'échelle d'une voiture de luxe. Donc certes, ça touche une petite partie de la population, mais ça permet de développer des choses plus concrètes avec plus d'années pour développer quelque chose de fini. Et après, sûrement, parce que si on regarde un peu la stratégie d'Opium, je pense qu'elle se rapproche grandement de la stratégie de Tesla, c'est de faire évoluer une nouvelle énergie grâce à un milieu qui est le luxe, pour après le démocratiser et le ramener à l'échelle un peu de monsieur tout le monde, même si aujourd'hui, une Model 3, c'est pas accessible par monsieur tout le monde. Ouais, je sais plus, t'as une idée c'est déjà 40 du prix, 000 euros, ouais. Je pense. Ça fait quand même une belle berline. Ouais, bon. On peut trouver des berlines à 20 000 euros. Ils ont diminué le prix par rapport à la Tesla S, mais pas grand-chose, quoi. Mais du coup, je pense pas que ce soit une erreur. Au contraire, je pense que c'est une force de pas s'attaquer à tout le monde et de risquer de se faire écraser par les gros groupes qui, eux, peuvent sortir des millions de véhicules. Ok. Du coup, est-ce que toi, là, après avoir vu toute la voiture est très belle, c'est ça la question. Alors, mais tu as dû la voir au Mondial de l'Auto. Oui, exact. Je l'ai complètement vue. Mais est-ce que toi, du coup, tu penses que une voiture, du coup, comme celle d'Opium,
Rappelle-moi le nom du coup de La la Machina. voiture. La Machina. Est-ce que tu penses qu'une voiture comme la Machina a plus d'avenir qu'une voiture comme la Tesla? D'un point de vue Je pense motorisation. pas. Je pense pas qu'il y ait plus d'avenir. Je pense que c'est des énergies qui vont venir s'allier pour faire face aux énergies fossiles. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de monde idyllique où il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus toutes ces formes d'énergie qui sont polluantes, certes, mais qui sont bien connues, qui permettent d'avoir des véhicules à bas prix et qu'une bonne partie de la population peut s'offrir. Parce que tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture hybride, électrique. C'est des technologies qui sont plus chères car moins bien connues ou plus excessives parce qu'elles nécessitent des composants qui valent plus cher. Et du coup, ça limite aussi une partie du marché. Donc si on se dit que seulement ces énergies doivent rester sur le marché, ça veut dire que dans ces cas-là, on limite une partie de la population à se déplacer à pied. Donc tu penses qu'une transition énergétique complète vis-à-vis des véhicules, ça ne se fera probablement jamais? Je suis pas sûr que ce soit forcément la solution. En tout cas, tout le monde aujourd'hui parle de avoir que des voitures électriques ou que des voitures... ouais, on entend surtout que des voitures électriques. Mais pour moi, c'est pas la solution. Avoir des voitures électriques, des voitures hydrogène. Une voiture hydrogène, Victor l'a très bien dit, ça rejette de l'eau. Bon, c'est pas très... Je pense pas que ce soit un gros déchet, l'eau, hein, à gérer. Mais c'est sûr que c'est complètement différent et je pense qu'au contraire, on devrait allier ces différentes formes d'énergie qui sont respectueuses de l'environnement pour venir faire face aux autres énergies fossiles et pouvoir limiter l'impact de ces énergies en développant de plus en plus de voitures avec cette forme d'énergie et avoir un parc automobile qui est complètement différencié en fonction des différentes motorisations. Mais sans pour autant bannir complètement une motorisation. Parce que bannir du jour au lendemain, d'ici 2030, toutes les voitures essence et diesel, c'est juste, je pense, une utopie. C'est impossible, oui. Surtout avec Ou après, le contexte actuel. Et puis il faut gérer les déchets. C'est bien de dire, ok, on veut plus de voitures à essence ou de voitures à gasoil ou peu importe, mais toutes ces voitures, on les met où? Tout à fait, tout à fait. On a parlé avec Victor un peu des inconvénients du coup de la voiture électrique. Ça serait quoi l'inconvénient majeur d'une voiture comme celle d'Oppion? Alors, et Victor l'avait déjà un peu mentionné, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène qui est produit sur Terre, il n'est pas forcément vert. Et c'est un problème, mais c'est un problème que tout le monde connaît, où tout le monde cherche des solutions actuellement. Au début, l'électricité, quand on la produisait, n'était pas forcément verte. Après, on a développé les éoliennes, après on a développé les panneaux solaires, etc. Aujourd'hui, il y a des panneaux solaires qui produisent directement de l'hydrogène, qui sont en train d'être brevetés, un peu, notamment en Belgique, je crois. Il y a eu une innovation, je ne sais pas si c'était cette année ou les années précédentes, mais c'est très récent. Et donc, forcément, on s'intéresse de plus en plus à faire ça, à faire des fermes solaires qui vont permettre de créer de l'hydrogène. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, vu que l'hydrogène n'était pas une forme d'énergie très utilisée, on ne s'est jamais intéressé à vraiment le produire de manière verte, donc de manière respectueuse de l'environnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus gros souci, c'est de vérifier que cet hydrogène qu'on va utiliser est vert. Après, est-ce que les monsieur et madame qui ont une Tesla savent si l'électricité qu'ils mettent dans leur Tesla est verte? Je ne suis pas forcément sûr que ce soit le cas non plus. Quand on voit les crises qu'on a aujourd'hui en termes d'électricité pour se chauffer, etc., on se demande si on met toutes les voitures en électrique, est-ce qu'on aura assez d'électricité verte pour les alimenter? Parce que si on produit de l'électricité mais qu'elle est produite de manière nocive pour l'environnement, bon, c'est pas forcément mieux d'avoir une voiture électrique qu'une voiture thermique. Ok, ouais, bah écoute, c'est très clair. Là, tu m'as dit, là, pour ton prochain stage, c'est Stellantis. C'est ça. C'est ça. Où tu vas faire quoi, du coup? Je vais faire de l'étude en avance de phase des profils aérodynamiques des voitures. Ouf. Ça veut dire un truc plus je vais faire de l'étude aérodynamique des différentes silhouettes de voitures qui pourraient être amenées de sortir sur les prochains modèles pour regarder les différents intérêts de tel ou tel profil et valider plus ou moins certains profils par de la soufflerie, par de la simulation, avec des éléments aérodynamiques qu'on ajouterait en conception, des choses comme ça. Du coup, j'avais encore une question, cher Mathieu. Toujours. Je t'écoute. La vie te passionne, je vois. Oui. J'ai plein de questions. J'avais déjà quelques réponses, parce que forcément, on a fait quelques conversations avant ce podcast. Donc tu m'écoutes. Mais oui. Mais hyper cool. Là, du coup,
Pourquoi là du coup choisir un énorme groupe comme Stellantis, faire une transition aussi violente là que de la start-up à un énorme groupe? Alors c'est vrai que moi j'ai bien aimé l'esprit start-up, ça se rapprochait beaucoup de Vinci EcoDrive. Du coup au sein de l'association, moi quand j'ai été directeur, ce qui était sympa c'était de voir un peu le monde de l'entreprise mais à notre échelle, à l'échelle de 80 étudiants. Donc moi il y en avait moins que 80 dans mes équipes, hein. Je sais pas, je pense qu'on devait être une trentaine sur le prototype. Mais c'est sûr que c'est intéressant et ça permet de se donner une image de ce que va être notre vie après en tant qu'ingénieur dans le monde automobile si c'est ce qu'on décide de faire. Et du coup, j'ai eu la chance de faire ma première expérience à Opium, donc qui est une start-up où on était assez peu au départ, où ça a grossi au fur et à mesure. Et quand je suis parti, on devait être quand même pas mal. J'ai pas d'ordre d'idée, mais je pense un peu plus d'une centaine. Mais c'est sûr que là, c'est tout un autre monde. Stellantis qui m'attend, c'est vraiment un gros groupe qui regroupe de nombreuses marques. Alors moi, je sais que je vais plus travailler sur Peugeot, Citroën et DS. Mais c'est sûr que c'est complètement différent. Et c'est aussi un peu le but de ce stage, c'est de voir deux mondes complètement différents. Même si je pense que le monde de la start-up, de la petite échelle, de l'échelle un peu humaine, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais justement, ça me plaît bien parce que je connais pas encore l'autre facette du décor. Donc je vais voir et apprendre de cette expérience. Et après, je ferai mon choix en fonction de ce qui me plaît le plus. Mais c'est sûr qu'en tout cas, VED est une bonne expérience pour pouvoir voir à quoi s'attendre après. Ok, donc du coup, toi, tu n'exclus pas l'idée de retourner dans une start-up comme Opium après Stellantis? Non, j'ai pas de plan de carrière tout fait. Je sais que je veux travailler dans l'automobile. Je sais que tout le côté aéro m'a beaucoup plu, me plaît pas mal et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Du coup, toi, tu sais déjà, mais je suis parti en échange à Budapest et c'était pas pour faire la fête, c'était notamment pour suivre des cours très orientés automobile. Et c'est vrai que j'ai eu des cours très intéressants. J'ai eu un cours qui s'appelait Véhicule Aerodynamics, qui était très sympa et qui m'a fait apprendre énormément de choses. Et c'est vrai qu'après, on voit plus du tout les voitures de la même façon dehors. Donc c'est vraiment un monde à part et je pense que quand on est passionné d'auto, moi je sais que je suis passionné d'auto mais surtout de la partie aspect de la voiture, aspect extérieur, j'aime beaucoup regarder les avants et les arrières de voitures et personne comprend et des fois j'aime bien l'avant de la voiture mais j'aime pas l'arrière, je trouve ça horrible et du coup c'est un vrai frein. Par exemple si je veux acheter une voiture mais que j'aime pas l'avant ou que j'aime pas l'arrière, c'est rédhibitoire, hein. Voilà. Donc, Ok. Mais c'est vrai que là, tu vois, du coup, tu dis ça, on a un peu un parcours semblable dans le sens où moi aussi, mon stage donc de quatrième année, je l'ai fait dans une start-up. Et là, l'appréhension que j'ai, c'est pas une peur, c'est une appréhension, mais tu vois, j'ai un peu l'appréhension de me dire que le taf que je vais faire, je sens que ça va avoir, c'est même sûr d'ailleurs que ça va avoir beaucoup moins d'impact que ce que je pouvais faire chez Talk. Et ça, c'est ce qui me motivait justement chez Talk. Est-ce que toi, tu as un peu cette appréhension là avec Stellantis? C'est vrai que moi, du coup, à Opium, je voyais un peu ce que je faisais directement. Du coup, je travaillais dans l'équipe aéro et ce qui me plaît dans ce style d'équipe, c'est que on agit directement sur la signature de la voiture. C'est-à-dire qu'on va agir directement sur l'aspect extérieur, dans ce que les gens vont voir. Alors que si on travaille sur le moteur, monsieur tout le monde, qu'il ait un moteur avec 4 pistons ou 2 pistons, si la voiture elle marche, il s'en fiche un peu, je pense. Sauf si on est passionné, mais c'est tout autre chose. Mais c'est sûr que c'est ça qui me plaisait de me dire, ce que je fais, ça a un impact et on va le voir. Il y a un peu ma petite touche sur la voiture. J'ai amené ma petite brique à l'édifice. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé à Opium, j'ai beaucoup travaillé sur pas mal de choses qui avaient des impacts sur l'aspect extérieur de la voiture. Je peux pas en parler parce que c'est confidentiel. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a plu et qui m'a motivé tous les jours pour me dire, ok, là je bosse, mais ça va peut-être modifier si les tests le vérifient que c'est meilleur après en soufflerie ou en simulation. Peut-être qu'en fait, il y aura ma petite touche sur la voiture. Donc je me dis, ça se trouve, quand elle sortira en 2025, je pourrais dire ça, c'est moi qui ai dit ça, qu'il fallait faire ça. Tu vois, et c'est gratifiant et ça te motive dans la vie de tous les jours. Alors que c'est sûr qu'à Stellantis, si ça va avoir un impact, si jamais je trouve un super truc extraordinaire, mais il y a quand même des ingénieurs qui sont déjà là-bas depuis quelques années, qui doivent quand même pas mal mieux connaître le métier que moi. Et c'est sûr qu'on va agir sur les designs des futures voitures, mais on va agir sur des voitures qui feront peut-être moins singulières, parce qu'on va en sortir, il y en a 100 millions qui vont sortir derrière. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, et puis moi c'est plus l'aspect un peu de se dire, on est dans un gros groupe, du coup on est absorbé par un gros groupe, et c'est plus l'aspect de se dire il y a moins d'évolution possible, ou peut-être qu'on
on se voit moins évoluer dans un groupe de ce type-là que dans une start-up. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est difficile de se faire un nom et de se faire remarquer dans un gros groupe, je pense. Enfin, après, c'est mon ressenti et j'ai jamais été en grand groupe, donc ça se trouve je me trompe complètement et je verrais que c'est complètement différent. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus cet aspect, moi, qui me tend. Je pense que dans une startup, il y a cet aspect de tu peux très vite monter, très vite évoluer dans la boîte. Mais ça dépend de la startup, tu peux peut-être aller moins loin. Alors qu'au moins dans un grand groupe, ça prend peut-être plus de temps, mais ça peut prendre des proportions oui, on peut abusées, se dire quoi. aussi que dans une startup, chacun a sa place et que ça va pas forcément bouger. Ouais. Parce que ça vient de se faire. Ça dépend, je pense, aussi un peu de C'est l'état sûr, d'esprit. Je pense qu'on est trop jeune pour avoir un avis. C'est ça. Mais j'ai fait des entretiens chez des constructeurs de camions. Et c'est vrai que le camion, par rapport à la voiture, c'est moins de production. C'est un peu plus à échelle humaine, même si c'est pas forcément à échelle humaine, parce que si on vend 10 000 véhicules, c'est quand même beaucoup. Mais on a l'impression que c'est des plus petits groupes. Et c'est vrai que ça semblait plus familier que des gros groupes où on se dit waouh, on va dans l'usine là. Là du coup tant que tu parles des autres offres de stage, il y a une question peut-être qui peut intéresser les A4 qui sont en Je donnerai pas mes pistons, c'est mort. Non, pas de piston, mais qui peut. Donc du coup, peut-être pour les A4 qui n'ont pas encore trouvé de stage, qui galèrent et qui se demandent, mais est-ce que ça va être la même merde en A5 pour trouver un stage ? Est-ce que toi, tu as trouvé plus facilement un stage en A5 ? Est-ce qu'il y a eu plus de propositions ? Je dirais même la même difficulté, parce que le terme que tu as employé n'est très peu soutenu. Non, mais c'est sûr que c'est complètement différent. Moi aussi, pour la A4, j'avais pas mal galéré à trouver un stage. Au final, j'avais eu 2 offres qui étaient apparues à la dernière minute. Dieu merci. Mais c'est sûr qu'en A5, c'est complètement différent. Il y a beaucoup plus d'offres. Ça les intéresse beaucoup plus parce qu'ils vont former quelqu'un qui va possiblement rester derrière. Et c'est bien plus agréable pour nous parce qu'on a l'impression d'être plus important, d'avoir un vrai talent. Bon, pas forcément un talent, mais t'as compris. Et en tout cas, on est recherché et ça fait plaisir de se dire, bon, on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour avoir une réponse, quoi. C'est-à-dire qu'on va postuler et puis, même si ça passe pas, on sait que dans une semaine, on a un entretien et c'est plus sympa, quoi. Donc, pas de stress. La 5e année, c'est un autre monde. Exactement, il y a point. Désolé. Je l'ai pas faite, mais tu l'as faite. C'est vrai, je pense qu'on y a tous pensé très très fort. Mais oui, on a l'impression d'être plus important quand on cherche un stage en 5e année parce qu'on sait que possiblement, déjà, c'est plus gratifiant pour nous parce qu'on se dit, bon, derrière, peut-être que je signe avec la même entreprise. Et on sait qu'on peut faire des choses. Voilà. Et on sait que derrière, c'est fini. Donc, c'est le monde du travail. Ça aura été une autre expérience. 2 expériences, c'est pas non plus 1000 expériences professionnelles. Et c'est sûr que ça se dit, bon, là, ça se concrétise, quoi. Il y a quelque chose là dont on n'a pas parlé dans tes stages, c'est le sport auto qui concerne quand même pas mal VED. Est-ce que... Oui. Est-ce que là, justement, là, dans tes... pourquoi pas dans un prochain job, le sport auto, ça t'intéresserait ? Oui, après, c'est pas forcément une branche que je conseille, parce que j'avais un tuteur à Opium qui avait fait beaucoup de sport auto, et qui m'a toujours dit « Attention, c'est un métier passion. L'automobile sportive est un métier passion. » Ça veut dire que oublie ta vie personnelle et travaille. Voilà, c'est pas forcément, si on aime ça, tant mieux, il faut foncer. Moi, je sais que, et tout le monde va me huer, mais je suis entré à VED, j'étais pas fan de Formule 1, faut le dire. J'aime beaucoup, je trouve ça très bien, mais c'est pas non plus... je suis pas tous les dimanches à regarder la Formule 1, faut le dire. Mais franchement, il y en a plus dans VED qu'on ne le pense. Et du coup, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas fan de Formule 1. Vous pouvez venir, c'est ouvert. Même autocar comme nous. Ça terminé sur une belle morale. Et écoute, Mathieu, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi. Mais moi aussi. Plus. Encore une fois. Voilà, j'espère qu'on va... Enfin oui, de toute façon, on va forcément se revoir. Je sais pas pourquoi. Je suis pas sûr. Merci de nous avoir écoutés. C'était encore un plaisir là, de faire un épisode de VED Labs. Et puis on se retrouve... Merci à toi de l'invitation. C'est une belle chose. Ça m'a fait très plaisir. C'était un plaisir, mec. Et on se retrouve du coup, nous, pour un prochain épisode de VED Labs. Allez, ciao, bye bye.